D'abord, avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit survol sur d'abord ma formation. Premièrement, une maîtrise à l'Université Laval sur l'utilisation des marqueurs moléculaires pour l'étude de la diversité génétique d'une collection d'orge canadienne. Après ça, j'ai changé la plante et le département d'aller vers faire un doctorat en sciences forestières dans une chaire de recherche en génomique forestière. C'est un projet en collaboration, comme personnes qui connaissent un peu Jean Bosquet, John Mackay, Jean Beaulieu, Martin Perron. C'est un projet en collaboration avec l'Université Laval, fédérale et ministère. Après mon doctorat, j'ai fait un postdoc en agriculture Canada à Saskatoon, là où je travaillais sur le canola. Donc, il y a plusieurs... changé beaucoup la plante, mais le principe reste le même, c'est l'utilisation des données de séquençage. Avant de commencer à parler un petit peu de ce que j'ai fait pendant mon doctorat et postdoc, j'aimerais faire un petit survol sur le contexte. Dans le schéma ici, je montre que le lien qui existe entre le climat, les forêts, les insectes, et toute perturbation au niveau du climat va affecter directement la santé des arbres et la productivité des forêts. Donc, les prévisions sont inquiétantes. C'est pour ça qu'il est très important d'aller vers des programmes d'amélioration génétique. Mais des PowerPoint avec des... Mais c'est bon. Pour l'amélioration, premièrement, pourquoi on étudie la diversité génétique? Pourquoi on utilise les marqueurs moléculaires? Parce que dans un contexte d'amélioration génétique, qui est un processus des arbres forestiers, c'est un processus de sélection, de croisement et d'évaluation des individus qui ont les traits nécessaires, les traits recherchés par l'industrie forestière. Il est très important d'utiliser les marqueurs parce que ça va nous permettre de réduire le temps nécessaire de l'amélioration conventionnelle de 28 ans à seulement 10 ans. Donc, vous voyez, c'est un gain de temps et d'argent pour l'utilisation des marqueurs moléculaires, que ce soit dans des analyses d'association ou ce qu'on appelle maintenant la sélection génomique. Les marqueurs moléculaires aussi peuvent être utilisés dans un contexte d'adaptation et évolution. Et comme ça, on peut on peut déterminer quelles sont les bases physiologiques et moléculaires de l'adaptation au changement climatique et utiliser aussi dans un contexte de conservation de la diversité génétique qui était produite au cours de l'évolution. Et toute perte de la diversité génétique, ça se traduit par une réduction de la tolérance au changement climatique. On parle de sécheresse, par exemple, et de gel. Et quand on parle des caractères recherchés, il y a plusieurs, comme la qualité du bois qui est souvent utilisée dans les programmes, recherchés dans les programmes d'amélioration. Et aussi, on parle de la phénologie et croissance, comme le débourrement et l'ahoutement, qui sont maintenant très importants si on veut améliorer pour la résistance au gel, par exemple, ou à la sécheresse. Et aussi la résistance aux insectes. Dans mon doctorat, je travaille beaucoup sur la résistance à la tordeuse des bourgeons d'un point de vue génétique. Donc, mon premier volet était d'étudier l'architecture génétique des caractères complexes. Dans mon doc, c'était de caractères de croissance et de qualité du bois. Et pour étudier l'architecture génétique, j'ai fait appel à plusieurs disciplines. La première, c'est la génétique quantitative. Et deuxièmement, c'est la génétique moléculaire pour étudier l'architecture génétique et aussi l'expression des gènes et aussi comment construire un réseau, voir les interactions entre les gènes. Pour ce faire, c'était une population de 1600 arbres qui ont été phénotypés. Et le phénotype, ça sert à calculer les paramètres de la génétique quantitative. Et aussi, ces 1600 arbres ont été génotypés par plus de 6000 SNP. Et donc, moi, c'était de faire le lien entre le génotype et le phénotype par des analyses d'association pour trouver des gènes d'intérêt, que ce soit de croissance ou de qualité du bois.
Et ces gènes-là, leurs fonctions et expressions aussi ont été étudiées, que ce soit dans le bois final ou dans le bois initial. Comme avec des méthodes statistiques, on a pu trouver des gènes comme la densité du bois, par exemple, 280 gènes qui sont impliqués dans la synthèse, par exemple, impliqués dans la densité du bois. Pour l'angle des microfibrilles de 292, vous voyez, quand on applique des corrections multiples, on compte à 0. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre les gènes qui sont à pi 0.05. La deuxième question était, étant donné qu'on a fait appel à la génétique quantitative traditionnelle puis la génétique moléculaire récente, c'est quoi le lien entre les deux méthodes? C'est que pour ce faire, on a regardé les gènes en commun entre deux caractères. Par exemple, l'angle des microfibrilles et le module d'élasticité partagent 37% de gènes. Ça, c'est pour la génétique moléculaire. Et pour la génétique quantitative, la corrélation génétique entre ces deux caractères, c'est 0.8. Négativement, ça, c'est autre chose. Mais dès que le nombre de gènes en commun augmente, la corrélation génétique augmente. Donc, il y a un lien. La génétique quantitative donne aussi un aperçu général sur les caractères étudiés. Après l'obtention des gènes d'intérêt, on a regardé aussi leur expression dans différents tissus de l'épinette blanche. Par exemple, on regarde par exemple le gène 1, gène 2, puis si on regarde les gènes qui sont par exemple liés à la densité, sont fortement exprimés dans le xylème, ce qui est logique et ne s'exprime pas dans les feuilles. Donc, c'est pour confirmer les résultats des analyses d'association par les analyses d'expression. Lorsqu'on a les données sur les données de l'expression des gènes, et partant du principe qu'un gène ne s'exprime pas tout seul, je suis allé voir quels sont les gènes connectés aux gènes d'intérêt. Et ce que j'ai fait, c'est de chercher ce qu'on appelle les hub genes, qui sont les gènes qui sont les plus connectés. Et le résultat était très intéressant, c'est que le premier qui a plus de connexions est un facteur de transcription. Et d'autres études après ont montré que ce gène-là, c'est lui qui switch on, switch off l'expression de plusieurs gènes, soit liés à la densité, aux angles de microfibrilles. Et après, on a voulu regarder c'est quoi la variation temporelle de l'expression de ces gènes-là d'intérêt, comme par exemple le NAC, IGNAC7. S'exprime fortement au début de croissance jusqu'au mois de juillet, début août. Puis son expression diminue et qui correspond peut-être au début de l'automne. Après l'obtention des hub genes, j'ai construit ce qu'on appelle le réseau de co-expression. Là où c'est complexe, mais ce que je voulais montrer ici, c'est que selon les couleurs, selon la forme, les gènes qui sont impliqués dans le bois initial, le bois final, leur expression temporelle. Donc, c'est un réseau qui montre que comment les gènes s'interagissent entre eux durant la saison de croissance. Et au centre, c'est toujours le fameux NAC7 qui a plus de connexion avec les autres gènes. Cette belle histoire a été publiée dans 2 articles dans New Phytologist. Et puis, le deuxième volet était sur l'étude de la résistance de l'épinette blanche aux tordeuses des bourgeons. Et pour étudier l'architecture génétique de la résistance, on a besoin des phénotypes. C'est pour ça qu'on s'est basé sur 4 phénotypes, piscine, pisciole, pyrogénol, qui sont des composés phénoliques. Par exemple, j'ai mis ici toxique parce que la piscine elle est liée au sucre. Et lorsqu'il y a attaque, pour qu'il ne soit pas toxique même pour la plante, elle se lie à un sucre. Et lorsqu'il y a attaque de la tordeuse, c'est le gène bêta-glycosidase qui va
couper le lien entre la molécule physiol et le sucre, il devient toxique pour la ponteuse. Donc, c'est seulement pourquoi j'ai écrit toxique, parce que même le même principe pour le pingénol. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé une population de 211 arbres, mais avec plus de 4000 STIP. Et on a voulu regarder quels sont les gènes impliqués dans la résistance à la ponteuse. Et j'ai utilisé plusieurs méthodes statistiques pour chercher les gènes qui sont impliqués ainsi que leur variance phénotypique expliquée, parce que c'est très important de voir c'est quoi le modèle de résistance comparé au modèle des caractères de croissance ou de qualité du poids. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la résistance ne suit pas le modèle de caractère, malgré que c'est un caractère complexe, mais il y a des gènes qui ont un pourcentage de variance expliqué très élevé comparé par exemple, à la densité qui est basée sur des gènes à effet faible. Donc, c'est vraiment la conclusion qui a été tirée à la fin. Puis, on s'intéresse aussi à l'expression. Donc, on voulait confirmer les résultats des analyses d'association. Ces gènes-là s'expriment où exactement? Et on a trouvé que ces gènes-là sont fortement exprimés dans les FC faibles, mais c'est dans les aiguilles parce que la tordeuse mange les aiguilles. Ce ne sont pas des gènes qui sont exprimés dans les xylèmes, ce qui confirme les résultats de nos analyses d'association. Puis, on a regardé ces gènes-là sont impliqués dans plusieurs fonctions, telles que les métabolismes des carbohydrates, des composés phénoliques et aussi dans le stress oxydatif. Toujours, la résistance a un coût énergétique très important. C'est pour ça qu'on voulait voir est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un trade-off, un compromis entre la croissance et la résistance. Est-ce que les arbres qui sont résistants, cette résistance, le coût qui a été le coût énergétique investi dans la résistance, est-ce que ça va affecter la croissance? Et pour ce faire, on a fait des corrélations phénotypiques entre les caractères de croissance et les caractères de résistance. Puis, on a trouvé que sont complètement séparés. Il n'y a pas de lien, donc la corrélation est faible. Et ça, c'est parce que peut-être le nombre d'échantillons qu'on a utilisé est faible. Ça reste aussi à confirmer avec un grand nombre d'échantillons. Aussi, l'histoire publiée dans PLC Plant Biology Scientific Reports. Et pendant mon postdoc, c'était vraiment dans l'agriculture agri-food du Canada. C'était beaucoup plus des analyses de bioinformatique, de données de séquençage de nouvelle génération pour étudier la structure de la population, les variations structurales et les hypostasies, des interactions entre les gènes. Et quand je suis arrivé à l'ICAT en juin 2019, j'ai commencé à développer des axes de recherche. Mais avant de donner, j'aimerais bien vous donner le contexte aussi dans lequel je suis en train de les développer. Par exemple, au Québec, on voit qu'il y a une augmentation de plus de 4 degrés d'ici 2080 de température. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a aussi une augmentation de température plus importante au sud et augmentation des précipitations plus importantes au nord. Donc, le sud combine l'augmentation de la température et diminution des précipitations, ce qui fait que le sud est toujours sujette à des périodes de sécheresse plus importantes. Et lorsqu'on parle de vitesse de migration des espèces, je file le fameux coyote qui cherche toujours à attraper le pipit. Et si on file
un exemple de vitesse des changements climatiques, c'est des bipèdes qui se déplacent de 10 km par an, alors que le coyote se déplace à 200 mètres par an, donc il n'arrivera jamais. Et c'est pour ça que nos arbres, maintenant, ne nécessitent pas seulement un coup de pouce, mais un coup de main. D'où l'importance de mon premier objectif, mon premier projet de recherche qui est la migration assistée, mais je le vois d'une façon physiologique et moléculaire. Et c'est l'intégration de la capacité d'adaptation au stress environnemental dans les modèles de transfert de l'épinette blanche. Et il y a plusieurs volets. Le premier volet sur la génétique et physiologie du stress hydrique en conditions contrôlées. Donc, il y a plusieurs sources génétiques à travers le Canada qui seront testées sous serre pour la résistance à la sécheresse. Et donc, il y aura plusieurs scénarios de sécheresse et de température, et aussi combinés à des analyses d'expression avec RNA-seq. Donc, on va voir quels sont les gènes peut-être qui sont impliqués dans la résistance à la sécheresse, combinés aussi à des analyses physiologiques sur la résistance à la cavitation. Le deuxième volet, c'est la croissance et tolérance au gel en conditions naturelles. Donc, on s'intéresse aussi à la donnée phénotypique sur l'ahoutement. Yves, il aime beaucoup le débourrement, mais ça s'en vient. On s'intéresse à l'ahoutement, puis donc c'est Chapitre qui a fait, il a suivi une plantation ici en Rwanda, beaucoup plus au nord. Il y a une plantation aussi, donc les mêmes sources génétiques ont été plantées dans deux endroits différents avec un gradient thermique. Et Benjamin aussi est impliqué, pas forcément dans ce projet, mais c'est vraiment dans le contexte général de la tolérance au gel. Leslie qui va commencer aussi un doctorat sur la génétique et physiologie, puis la scène qui va va prendre toutes ces données de génétique et physiologie de stress hydrique et la croissance de tolérance au gel pour les combiner, les modéler dans un modèle de transfert. Donc, c'est beaucoup plus la modélisation. Et donc, pour ce projet, on a vraiment chanceux parce qu'on a accès à des plantations, donc des sources génétiques qui ont été plantées au sud, centre et nord, et dans chaque trois plantations dans chaque région. Donc, si on regarde le nord, par exemple, c'est beaucoup plus Rosso qui est à 2 heures d'ici, puis Montbané, c'est à Val-d'Or. Et les autres, c'est beaucoup plus à Gaspésie, le centre ici, Wandover, c'est beaucoup proche de Montréal. Donc, il y a le sud, le centre, et les mêmes sources génétiques ont été plantées dans les trois régions. Et pourquoi on parle de gel et de sécheresse? Pourquoi on s'intéresse à ces deux problèmes? Parce que seulement pour vous donner une idée sur le gel, c'est des photos que j'ai faites début d'été, mois de juin. Regardez les dégâts de gel sur une plantation d'épinettes blanches. C'est passé à Villebois. Et tous les bourgeons, parce qu'il y a une période, le mois de mai, à partir du 15 mai, il y a une période de 20 degrés jusqu'au fin mai. Après ça, c'est une chute de température à -6. Donc, tous les bourgeons qui ont sorti étaient brûlés. Et ça va affecter la croissance. Donc, si on regarde cet arbre-là, même la pousse terminale est brûlée, donc il n'y aura pas de croissance cette année. C'est vraiment ce qu'on appelle les extrêmes climatiques, le gel et la sécheresse. La sécheresse aussi affecte la croissance et la santé des arbres. C'est pour ça que ce sont des phénomènes, des extrêmes climatiques qu'on doit vraiment faire face directement maintenant. Et moi, je les regarde d'un point de vue un peu physiologique puis moléculaire aussi. Je suis en train de développer aussi d'autres projets de recherche sur la génétique quantitative de la qualité du bois. Premièrement, chez le Milez avec un collègue Ahmed Kouba, puis le pin sylvestre avec Dany Desrochers. Je suis en train
Le troisième projet sur le séquençage des génomes des chloroplastes d'Humilase en collaboration avec Yves Bergeron. Et le quatrième sur la vulnérabilité des espèces culturelles clés aux impacts cumulatifs avec l'école et IGO. Maxime Thomas qui travaille sur ce projet. Moi, mon rôle, c'est d'étudier vraiment les composés phénoliques, puis chez le thé de Labrador et le bleuet, puis voir aussi l'ARN sec, donc les gènes qui sont différentiellement exprimés dans différents sites selon l'impact sur le site. Je suis en train de développer des projets aussi sur la métagénomique. Et quand on parle de métagénomique, la Rwanda est une région minière. Donc, les déchets miniers vraiment vont affecter l'écosystème forestier. Puis, il est très important de traiter ça d'une façon avec l'utilisation de la métagénomique environnementale pour traiter les déchets toxiques. Et l'utilisation de la métagénomique répond à trois questions. WISDAR, donc on va voir quelles sont les bactéries, les champignons qui sont capables de pousser dans un milieu toxique. Qu'est-ce qu'ils font? Leur fonction et comment on cherche vraiment les gènes qui sont responsables dans des bactéries ou des champignons qui peuvent faire le travail. Après ça, ce sera l'étape de la biologie synthétique pour intégrer ces gènes-là à l'échelle industrielle. Grosso modo, j'utilise l'approche omics, tout ce qui est métagénomique, transcriptomique, génomique, donc tout ce qui est omics je collabore avec Adam et Sébastien et Yves aussi qui vient d'arriver sur un projet de Marianne sur l'ADN sédimentaire. Je travaille aussi sur la métagénomique environnementale et l'adaptation des arbres au changement climatique. Et dans ce contexte, je suis en train de développer aussi des projets sur l'utilisation, le rôle de l'épigénétique dans le contexte de changement climatique et l'adaptation des arbres à ces aléas. Je file la pipe pour notre article qui va sortir bientôt dans Yves et Cottard. Ce qu'on a regardé, c'est que dans un contexte de migration assistée et de changement climatique, quelle est l'évolution de la recherche et puis quels sont les recherches, les axes de recherche futurs que, par exemple, les chercheurs doivent se concentrer. Et on a regardé on a trouvé qu'il y a plusieurs qui sont en rouge qui nécessitent vraiment que les chercheurs se concentrent pour les années à venir, par exemple la sécheresse, la mortalité, l'adaptation. Donc, ça donne une idée sur comment orienter la recherche future. Donc, il sera en ligne peut-être d'ici un mois. Et pour faire tout ça, je pense que c'est sûr qu'on a besoin d'argent, beaucoup d'argent, mais first of all, we need good friends. Et j'espère que dans le cadre de cette collaboration France-Québec, ce sera une bonne opportunité pour réaliser tous ces travaux. Merci beaucoup.